où la première série d'exposés portera sur les organes et donc la gouvernance des entreprises et des sociétés. Pour vous en parler par ordre d'entrée en scène ou par ordre d'apparition, Jean Marguelier, qui est déjà à sa place, qui est maître de conférences à l'UCL et avocat. Ensuite, Alice Anouilh, qui est à mes côtés, qui est assistante à l'UCL et qui fait une thèse sur le concept d'indépendance en droit des sociétés. Thomas Flamand, qui est assistant à l'UCL et avocat. Ensuite, Arnaud Coibion, maître de conférences à l'UCL et avocat. Et enfin, David Blondel, qui est avocat et assistant à l'UCL. Et je cède immédiatement la parole à Jean Marguelier, qui, j'en suis persuadé, montrera l'exemple quant au respect du timing. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, première partie, comme vous le voyez, notre exposé est divisé en 5 parties. Gestion de l'ASA et de la SARL, conflit d'intérêts, assemblée générale, responsabilité des dirigeants, nullité des décisions des organes. Je me charge de la première partie, la gestion de l'ASA et de la SARL. Grande innovation du futur code, c'est la division pour la société anonyme de la gestion en 3 structures possibles. Soit la structure que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire la gestion collégiale moniste, le conseil d'administration, autrement dit, soit la formule de l'administrateur unique, qui est une espèce de développement de la société en commandite par action, si ce n'est qu'on n'a plus d'associés commandités. Et troisième formule, c'est la véritable gestion duale, c'est-à-dire un conseil de surveillance, un conseil de direction. Nous allons voir dans l'exposé que je vous ferai les particularités qui vont s'attacher aujourd'hui, demain plutôt, à la révocation et la mise ensemble des règles en matière de rémunération. Première partie, le conseil d'administration collégial moniste, eh bien c'est à peu près la structure que nous connaissons, c'est-à-dire il y a un conseil d'administration qui est chargé de l'ensemble de la gestion de la société et ce conseil est composé d'au moins 3 administrateurs pour assurer le débat collégial et la véritable collégialité. Il peut n'y avoir que 2 administrateurs, c'est une réforme qui date de 1995 si la société ne compte pas plus de 2 actionnaires. Et je reviendrai sur ce point, la révocabilité ad nutum devient supplétive. La formule de l'administrateur unique, c'est une grande innovation pour la société anonyme et il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Si la société anonyme est une société cotée, elle a besoin d'une administration collégiale et donc elle peut avoir un administrateur unique, mais qui doit être alors à son tour une société anonyme dotée d'un organe d'administration collégiale. Et dans ce cas-là, on appliquera sur l'organe d'administration collégiale les règles qui sont applicables sur l'organe de gestion de la société anonyme cotée, indépendance, diversité, rémunération. Il est également possible de prévoir, lorsqu'on a un administrateur unique, et c'est un petit peu une formule que l'on a pêchée dans la société en commandite par action, il est possible de prévoir un espèce de droit de veto à l'administrateur unique qui peut non seulement s'opposer à une modification des statuts, c'est par exemple une adaptation du capital, une distribution de dividendes, ce qui n'est pas une modification des statuts, mais également sa propre révocation. Il peut s'y opposer, nous y reviendrons plus tard. Principe en ce qui concerne le régime dual, et ça c'est vraiment une grande nouveauté, on n'a plus ce système très peu satisfaisant et qui finalement a eu très peu de succès de notre comité de direction, c'est à présent une structure duale qui, si on l'a choisie, devient obligatoire. Et il y a à ce moment-là 2 organes, ou plutôt la gestion est divisée entre 2 organes, le conseil de surveillance, qui est essentiellement un organe de contrôle, et le conseil de direction qui, lui, sera l'organe de gestion proprement dit. Et il est impossible, en principe, de cumuler les 2 fonctions, c'est-à-dire d'être membre à la fois du conseil de direction et du conseil de surveillance. Et en raison de l'application de la règle de la lex specialis, la loi, par exemple la loi bancaire, qui prévoit actuellement que les membres du comité de direction font partie du conseil d'administration, eh bien cette règle, dans ces cas particuliers qui font l'objet d'une législation spéciale, sera maintenue jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi, dans le domaine bancaire, a-t-on prévu ce système? Eh bien, pour assurer une bonne information.
Si le conseil d'administration qui contrôle le comité de direction est composé de gens qui n'ont aucune idée, qui n'ont pas une idée suffisamment concrète, disons, de ce que fait l'entreprise par le biais de ses dirigeants effectifs, eh bien, cela peut provoquer des difficultés sur ce contrôle. Chaque organe est collégial, au moins 3 membres. Mais cette règle est un petit peu la répétition de ce qui se passe actuellement. Il est évidemment hors de question d'être à la fois membre du conseil de surveillance ou du conseil de direction et d'être en cette qualité dans les liens d'un contrat de travail. Cette règle existe déjà aujourd'hui. Le principe est que l'administrateur s'engage lui-même et il ne peut pas être sous un lien de subordination en cette qualité. Nomination, révocation, décharge et action sociale, eh bien, le principe, c'est que les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'Assemblée générale qui a toutes ses prérogatives, et à son tour, le conseil de surveillance a ses prérogatives qu'il exerce, nomination, révocation, décharge et action sociale. Et l'action sociale, ça évidemment, elle appartient à l'Assemblée générale, mais mise en cause la responsabilité des membres du conseil de direction. Régime dual, qu'en est-il de la répartition des pouvoirs? Eh bien, c'est assez simple, je dirais, à dire quant au principe. Le conseil de surveillance surveille, le conseil de direction dirige. Le conseil de direction est donc l'organe qui détient la compétence résiduaire. C'est la prolongation, je dirais, du système qui a été mis en place en 1973. Il a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et c'est lui également qui décidera si l'on désigne un délégué à la gestion journalière. Quant au conseil de surveillance, eh bien, il déterminera la politique générale et les orientations stratégiques de la société et il exerce fondamentalement un contrôle sur le conseil de direction. Mais il a également un rôle d'interface, en fait, avec l'Assemblée générale, puisque c'est lui qui arrêtera les comptes, les soumettra à l'Assemblée générale, arrêtera le rapport de gestion et le soumettra à l'Assemblée générale. Il dispose également d'une série de pouvoirs, par exemple, convocation de l'Assemblée générale, utilisation du capital autorisé. Structure gestion de la SRL, il y a également là une modernisation, je dirais, sans qu'il y ait de révolution. La SRL est gérée par un ou plusieurs administrateurs et le choix est fait par les statuts entre ces deux formes de gestion collégiale ou par un gérant unique. Ces administrateurs ne peuvent évidemment, en cette qualité, être liés par un contrat de travail. Le texte de la loi le dit, c'est une chose qui est héritée de notre système actuel. Ils peuvent être nommés dans le statut comme un gérant aujourd'hui et leur révocabilité, j'y reviendrai, est ad nutum à défaut d'autres règles choisies par l'Assemblée générale ou par les statuts. Et, nouveauté, on peut dans une SRL désigner un gérant chargé de la gestion journalière. Gestion journalière, il y a là en fait assez peu de nouveautés puisqu'on remplace un « et » qui avait été décidé par la Cour de cassation récemment. Donc un administrateur délégué à la gestion journalière peut acheter des bics et des crayons ou renouveler à la limite, je dirais, la cafetière si elle est trop ancienne. Mais au-delà de cela, ce n'est pas urgent et ce n'est pas mineur. Et dans cette mesure-là, on ne peut pas confier à un délégué à la gestion journalière ce genre de choses. Le « et », donc il fallait que ce soit mineur et de caractère urgent, est dans la loi, c'est remplacé par un « ou ». Personne ne réagit, ça n'a en effet rien de révolutionnaire. On n'a pas choisi d'aller enfin vers un système où la direction générale ou ce qu'on appelle le CEO, quelqu'un qui se croit tout permis, il est en fait dans certains systèmes, ne l'est pas en fait en Belgique, il reste le délégué à la gestion journalière. Dans le régime dual, je vous l'ai dit, c'est le conseil de direction qui désignera ce responsable si l'on en désigne un. Les administrateurs indépendants, je serai très bref là-dessus, je vous rappelle simplement qu'il y a une nomenclature dans la loi actuelle qui va être un peu modifiée ou qui d'ailleurs va être peut-être renvoyée, comme on l'a dit ce matin, dans le code de corporate governance. Pourquoi pas? Puisque dans nos directives européennes, on trouve le principe de l'administrateur indépendant, mais la définition de cet administrateur indépendant se retrouve dans des recommandations de la Commission européenne. Donc, c'est un petit peu le soft law, comme on indique ça, et la Belgique va peut-être adopter ce système. Pourquoi? Parce qu'en toute hypothèse, même si vous remplissez strictement les conditions prévues par la loi, en toute hypothèse,
On vérifiera si vous êtes véritablement quelqu'un qui est indépendant dans sa qualité de participation au conseil d'administration. On supprime l'obligation de motiver la nomination et on interdit l'attribution à un administrateur indépendant d'une indemnité variable. Petite particularité, le Conseil d'État, je crois, dans son rapport, y fait référence. On dit, tiens, l'administrateur indépendant a un rôle particulier, il représente finalement l'intérêt général, il n'a pas d'intérêt dans la société, ni pour lui-même, ni pour la société elle-même. Il peut, et c'est notamment dans le domaine bancaire et financier que l'on a voulu, pour ce motif-là, nommer des administrateurs indépendants, il devrait peut-être être protégé d'une façon particulière, mais le législateur, à ce stade, n'a pas fait usage de cette protection supplémentaire. Les comités consultatifs, eh bien, on a reproduit la règle actuelle et on transpose dans le nouveau droit, on transposera dans le nouveau droit le principe que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut créer en son sein des comités consultatifs, avec l'exception peut-être du comité d'audit qui a un petit peu plus que de la simple consultation. Le comité de rémunération également reste consacré pour les sociétés cotées. Comité d'audit, au moins un administrateur indépendant. Comité de rémunération, la majorité des membres de ce comité doivent être indépendants. Représentant permanent, là c'est aussi quelque chose d'important. On clarifie un petit peu la situation. Il n'est plus possible, mais déjà les gens raisonnables n'appliquaient pas ce genre d'incongruité, d'être à la fois représentant permanent d'une société qui est administratrice dans le conseil d'administration d'une autre société et d'être en même temps, à titre personnel, administrateur. C'est dorénavant expressément consacré par la loi. Les mêmes principes de représentation par un représentant permanent sont reportés au niveau de la gestion journalière, ce qui est une nouveauté. Et lorsque l'administrateur unique est une personne morale, il peut également désigner un suppléant pour éviter qu'il y ait un manque de continuité dans la gestion. Révocation, j'irai très vite parce qu'il me reste très peu de temps. Dans le système MONIS, eh bien, dorénavant, la révocabilité ad nutum n'est plus que supplétive. Il est donc permis de prévoir, soit par l'Assemblée générale qui met fin au mandat d'un administrateur, il est prévu de prévoir un préavis, ou bien il est permis de prévoir une indemnité de départ. Cette indemnité de départ peut également être consacrée statutairement. Mais l'on peut toujours, par dérogation au principe du préavis ou de l'indemnité, révoquer un administrateur pour juste motif. Dans le régime dual, c'est le conseil de surveillance qui censurera, révoquera les membres du conseil de direction. Au niveau du conseil de surveillance, c'est l'Assemblée générale qui dispose de ces pouvoirs. Révocation toujours dans l'administrateur unique. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, il est possible, il est permis que les statuts prévoient que la révocation de l'administrateur unique soit soumise à son accord. Il est cependant prévu, et ça c'est la règle que je vous décris dans ce slide, que lorsque l'administrateur peut passer outre donc le refus de l'administrateur de se démettre lorsqu'un quorum est majorité de 75%, lorsqu'un quorum de 50% et une majorité de 75% sont réunis, c'est-à-dire les règles pour la modification des statuts, et qu'il y a un juste motif. Si ce juste motif est contesté en justice, eh bien, le tribunal tranchera. S'il n'y avait pas de juste motif, la personne ne sera pas réintégrée, mais bénéficiera d'une indemnité, ce qu'elle n'aurait pas eu s'il y avait eu un véritable juste motif reconnu. Et on prévoit également une action minoritaire possible. Les actionnaires détenant plus de 10% des actions, ou 3%, excusez-moi, il y a une erreur dans ce slide, pour les sociétés cotées, peuvent introduire une action pour demander la révocation pour juste motif de l'administrateur unique. Pour les SRL, donc, le régime est à peu près similaire au niveau des conditions de révocation, sauf qu'il n'y a pas d'action minoritaire disponible. Pour les rémunérations, enfin, on présumera, contrairement au système actuel calqué sur le mandat de droit civil, que le mandat d'administrateur n'est pas exercé à titre gratuit et les compétences sont, comme dans le droit actuel, pour rémunérer les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, réservés
à l'Assemblée générale, tant en ce qui concerne la rémunération directe que les autres avantages dont ils peuvent bénéficier. Voilà, j'en ai terminé. Je vous renvoie à ce slide pour ce qui concerne les conditions d'indemnité départ pour les sociétés cotées. Il n'y a là, à ma connaissance, rien d'extrêmement nouveau. Je passe la parole à Alice pour nous parler des conflits d'intérêts. Bonjour à tous. Alors, je poursuis cet exposé avec la problématique des conflits d'intérêts et je vous propose de tout de suite démarrer avec les conflits d'intérêts au sein de l'organe d'administration. À cet égard, le CSA introduit une modification de la définition du conflit d'intérêts qui n'est plus défini comme un intérêt opposé à une décision, une opération relevant du conseil d'administration, comme c'est le cas actuellement, mais plutôt comme un intérêt qui serait contraire à l'intérêt de la société. Ensuite, comme vous le savez, en cas de conflit d'intérêts, toute une procédure doit être respectée et le CSA prévoit désormais que dans le cadre de cette procédure, le rapport annuel ne doit plus contenir que l'extrait pertinent du PV de la réunion et plus l'intégralité de celui-ci. Ensuite, pour rappel, l'article 523 actuel du Code des sociétés prévoit que pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, l'administrateur concerné par le conflit d'intérêts ne peut participer à la délibération ni participer au vote. Dans la mesure où cette catégorie de sociétés a été supprimée par le CSA, comme vous l'avez déjà entendu ce matin, la question se posait de savoir si cette abstention allait être supprimée également ou si elle allait être généralisée. Et comme vous pouvez le constater, elle a été généralisée, c'est-à-dire que donc maintenant l'administrateur concerné ne peut jamais prendre part à la délibération ou à la décision, que la société soit cotée ou non, petite ou grande. Enfin, la sanction en cas de non-respect de la procédure est toujours la nullité. Par contre, nouveauté, le droit d'agir n'est plus réservé à la société, mais étendu à toute personne qui démontrerait un intérêt à obtenir la nullité, qu'il s'agisse d'un créancier, d'un administrateur ou d'un actionnaire. J'en viens maintenant à l'analyse de la gestion des conflits d'intérêts dans le cadre des sociétés anonymes et dans le cadre des SRL. Dans le cadre de l'ASA, tout d'abord, il faudra distinguer selon la forme d'administration qui aura été choisie. Donc, dans le cadre d'un régime moniste, la procédure applicable sera identique à celle qui est prévue actuellement à l'article 523 du Code des sociétés, sous réserve des différentes nouveautés que j'ai pu épingler ci-avant. Dans le cadre d'un régime dual, il faudra faire la distinction selon que le conflit d'intérêts survient dans le chef d'un membre du conseil de surveillance ou dans le chef d'un membre du conseil de direction. Dans le cadre, cette fois-ci, d'un administrateur unique, il faut tout d'abord pointer que la procédure du conflit d'intérêts qui sera applicable sera identique à celle prévue dans le cadre du régime moniste et sera d'application tant dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef de l'administrateur unique que dans le cadre d'un conflit d'intérêts qui aurait lieu dans le chef d'un membre de l'organe d'administration de cet administrateur unique. Pour le surplus, je vous renvoie au slide que vous recevrez prochainement et vous verrez que différentes hypothèses sont distinguées par le CSA, à savoir l'hypothèse de l'administrateur unique qui est également personne physique, ensuite l'administrateur unique personne physique qui est également actionnaire unique, et enfin l'hypothèse où tous les membres de l'organe d'administration de l'administrateur unique sont en conflit d'intérêts. Je passe à présent à la SRL. Dans la SRL, le CSA reprend en grande partie les articles qui sont pertinents et qui régissent la matière actuellement pour la SPRL, à la différence que maintenant les différentes formes d'administration possibles sont analysées séparément. Je vous renvoie également donc au slide pour les différentes hypothèses visées, à savoir la première, si plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société. Ensuite, l'hypothèse où les statuts prévoient que l'organe d'administration est un organe collégial. L'hypothèse où il n'y a qu'un seul administrateur. Et enfin, l'hypothèse où l'administrateur unique est également actionnaire unique. À noter que le CSA prévoit également des exceptions, donc c'est-à-dire des cas dans lesquels la procédure de conflit d'intérêts ne trouvera pas à s'appliquer. Ceci m'amène alors à la deuxième partie de cet exposé sur le conflit d'intérêts, qui est consacré au conflit d'intérêts avec l'actionnaire de contrôle d'une société cotée.
Vous savez sans doute que cette matière est régie actuellement par l'article 524 du Code des sociétés qui vise à prévenir tout conflit d'intérêts entre la société cotée et son actionnaire de contrôle. Quel est l'objectif? Quelles en sont les raisons? Eh bien, tout simplement, la société cotée étant dans ce cas-ci une filiale et ses administrateurs ayant été nommés par l'actionnaire de contrôle, on peut craindre que lorsque le conseil d'administration prend une décision, il suive en réalité les injonctions ou les recommandations de l'actionnaire de contrôle et de ce fait impose un sacrifice à la société cotée en faveur ou à l'avantage d'une autre société du groupe. Afin dès lors de pouvoir éclairer au maximum le conseil d'administration sur les conséquences éventuellement négatives d'une décision qu'il prendrait, l'article 524 propose toute une procédure par laquelle un comité d'administrateurs indépendants doit être constitué. Ce comité qui va alors rendre un avis sur la base duquel le CA pourra prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Alors, le CSA ne procède pas à une révolution copernicienne de cet article, donc le texte de l'article 524 est maintenu en grande partie dans le CSA. Par contre, deux éléments vont être intéressants à pointer. C'est tout d'abord une clarification du champ d'application de cet article 785, c'est-à-dire que vont entrer dans le champ d'application de l'article 785 toutes les décisions ou opérations de la société cotée ou de ses filiales avec l'actionnaire de contrôle ou d'autres personnes morales qu'il contrôle, pour autant que cette dernière ne se situe pas dans le périmètre de consolidation de la société cotée. Ceci s'explique assez aisément par le fait que la consolidation va impliquer, en termes comptables du moins, que les éventuelles conséquences négatives qui auraient été subies par la société cotée vont être compensées par les éventuels avantages qui auraient été octroyés à ses filiales. Donc ça, c'est la première chose, c'est la clarification de ce champ d'application. La deuxième chose qui est importante à noter, ce sont les deux extensions du champ d'application que prévoit l'article 785. La première, c'est que si, comme je viens de l'expliquer, échappent en principe à ce régime les opérations entre les sociétés se situant dans le périmètre de consolidation de la société cotée, une extension est néanmoins prévue dans l'hypothèse où une des filiales concernées serait détenue à hauteur de 25% au moins par l'actionnaire de contrôle de la société cotée, sans l'intermédiaire de la société cotée, donc autrement que par l'intermédiaire de la société cotée. Vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu difficile comme ça, mais on aura l'occasion de voir ça de façon plus claire avec un schéma par la suite. L'autre extension, c'est que l'article 785 prévoit d'étendre son champ d'application à deux décisions préparatoires, à savoir d'une part la décision du CA d'une société cotée de soumettre à l'AG pour approbation une proposition d'apport en nature, y compris apport d'universalité ou de branche d'activité, qui serait faite par une personne physique ou morale liée à cette société cotée. Et la deuxième décision préparatoire, c'est la décision du CA, toujours de la société cotée, de soumettre à l'AG pour approbation un projet de fusion, de scission ou d'opérations assimilées. Comme je vous le disais, vous avez ici un beau schéma qui vous a déjà été présenté ce matin et qui vous permettra de clarifier un petit peu le champ d'application que j'ai pu exposer ci-avant. Alors la première chose, c'est que échappent, cette fois-ci, au champ d'application de l'article 785, les opérations entre la société cotée et ses filiales 1, 2 et 4, ainsi que les opérations entre les filiales 1, 2 et 4, puisque, comme vous le voyez sur le schéma, elles font partie du périmètre de consolidation de la société cotée. Par contre, tombent dans le champ d'application de l'article 785 les opérations entre la société cotée ou ses filiales 1, 2, 3 et 4 avec l'actionnaire de contrôle ou avec les sociétés A et B. Et deuxième chose, qui est la nouvelle règle qui a été introduite, les opérations entre la société cotée ou ses filiales 1, 2 et 4 avec la filiale 3, puisque comme vous pouvez le constater sur le schéma, la filiale 3 est détenue indirectement à hauteur de plus de 25% par l'actionnaire de contrôle via la société A, qu'il détient donc directement sans passer par la société cotée. Pour terminer, deux petits commentaires par rapport à cet article 785. La première chose, c'est qu'on peut peut-être regretter que cet article ne s'applique qu'aux sociétés cotées, alors que la question de la prévention des dommages subis par une société qui est sous domination d'une autre société dans le cadre d'opérations intragroupes est une question qui ne concerne pas uniquement les sociétés cotées, mais pourrait aussi concerner des sociétés non cotées. Et enfin, autre commentaire, c'est qu'il faudra bien tenir à l'œil et être vigilant
quant à l'extension du champ d'application de l'article 785 aux 2 décisions préparatoires que j'ai mentionnées ici avant, dans la mesure où cela va allonger potentiellement la durée des procédures prévues pour ces opérations. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon collègue Thomas Flamand. Merci Alice. Bonjour à tous. Je vais à présent vous parler des assemblées générales. Dans le nouveau Code des sociétés, vous le verrez, sans que cela soit vraiment une révolution, il y a quelques changements importants en pratique. Alors, au niveau de la compétence, l'assemblée générale demeure compétente pour toutes les compétences qui lui sont légalement attribuées par le Code, et uniquement celles-ci, et ce principe est expressément repris à présent. On ne le déduit plus d'une lecture à la négative de quelques dispositions éparses en matière d'administration. Mais plus important encore est maintenant la faculté qui est laissée par voie statutaire d'étendre les compétences de l'Assemblée générale. Alors, comment tout ça va finalement fonctionner en pratique et quel est le modèle de représentation? En fait, finalement, ça va fonctionner par analogie avec le système de la procura qu'on connaît au niveau du conseil d'administration, de son pouvoir de représentation. C'est-à-dire qu'en interne, la façon dont l'équilibre organique de la société se présente n'a d'importance que pour ces organes en interne. C'est-à-dire, si dans la mesure où le conseil d'administration viendra prendre finalement une décision qui a été attribuée par voie statutaire à l'Assemblée générale, elle engagerait vraisemblablement sa responsabilité pour violation des statuts. Mais pour le tiers qui se voit finalement, qui a opposé une décision qui n'a pas été prise par l'organe compétent, eh bien, cette irrégularité ne lui est pas opposable, à défaut de démontrer qu'il en avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer en réalité ces restrictions, ou en l'occurrence ici, ces extensions statutaires. Et vous connaissez bien entendu la chanson, la seule publication des statuts au Moniteur belge ne suffit pas à établir cette connaissance. Alors, que penser de cette faculté? Alors, elle s'inscrit dans la droite ligne de cette réforme qui vise à conférer davantage de flexibilité aux entreprises. Et il est vrai, certaines décisions ont une importance si significative, si substantielle, que l'Assemblée générale, les actionnaires, peuvent décider qu'il appartient à l'Assemblée de statuer sur ces décisions. Maintenant, il faut être bien vigilant avant d'implémenter une telle possibilité dans les statuts. On connaît toutes les formalités qui sont liées à la convocation d'une Assemblée générale, la lourdeur administrative, les délais, notamment pour les sociétés cotées, qui peuvent ralentir le processus décisionnel dans une phase où finalement la décision doit être prise. Parlons un peu convocation présent, et ici je serai très bref. 3 nouveautés. D'une part, le seuil en vertu duquel les actionnaires peuvent requérir l'organe de gestion de convoquer l'Assemblée générale. Eh bien, ce seuil passe de 20% à 10%. La raison était très simple. Le seuil de 20% était difficile à atteindre et cette disposition était très peu usitée en pratique. Donc l'idée, par un seuil de 10%, on veut permettre une meilleure expression des petits actionnaires qui peuvent se regrouper de manière à convoquer l'Assemblée générale. Deuxième nouveauté, les porteurs d'obligations simples, pas les obligations convertibles, ne doivent plus être convoqués à l'Assemblée générale. Alors, ce n'est pas une nouveauté incroyable, mais en termes administratifs, de nouveau pour les sociétés, c'était un processus lourd et coûteux d'à chaque fois convoquer ces obligataires sans réelle et plus-value lors de l'Assemblée. Et enfin, comme on vous en a déjà parlé ce matin, on a davantage une utilisation du médium électronique, c'est-à-dire que les actionnaires peuvent, sur une base volontaire, communiquer leur adresse électronique à la société de manière à les convoquer. Alors, au niveau des assemblées générales spéciales, eh bien, il y a une nouveauté importante et qui a d'importantes conséquences en pratique, c'est l'article 556 du Code des sociétés, que vous connaissez tous, c'est l'article changement de contrôle, des poison pills, qu'on appelle en jargon financier, et qui soulève, on y a tous été confrontés, et qui pose des difficultés en pratique lorsqu'une décision doit être prise, il faut convoquer cette assemblée, et de nouveau, on voit la lourdeur qui est liée. Alors, si on revient à la ratio legis initiale du législateur en 1989, cette disposition visait à conférer à l'Assemblée générale la compétence de statuer sur la mise en place d'options
attribuer à des tiers de prendre certains actifs, les joyaux de la couronne d'une société, lorsqu'une offre publique d'acquisition est faite par un tiers sur la société cible, de manière en fait à rendre l'opération totalement inattrayante. L'idée était donc de soustraire cette compétence à l'organe de gestion pour éviter tout conflit d'intérêts. Alors, comment ça s'est transcrit? Dans l'article 556 du Code des sociétés, au libellé quelque peu sibyllin, au champ d'application qui a suscité beaucoup de débats doctrinaux, et finalement, par souci de sécurité juridique, on en a fait une application extensive. D'un point de vue personnel, en fait, ces dispositions s'appliquent à toutes les sociétés, qu'elles soient cotées ou non, c'est-à-dire peu importe qu'elles soient soumises à la législation OPA. Et d'un point de vue matériel, on parle de droits de nature à affecter le patrimoine. De nouveau, la doctrine a beaucoup écrit sur le sujet sans vraiment savoir qu'est-ce que ces droits de nature à affecter le patrimoine. On a toujours appliqué dès lors de manière extensive, et de nouveau, la lourdeur administrative qui est liée à convoquer une assemblée générale, ça posait quelques problèmes en pratique. Alors, l'idée dans le nouveau Code des sociétés, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire cette idée du législateur en 1989 d'empêcher que l'organe de gestion ne mette en place des mécanismes contre des offres publiques d'acquisition jugées indésirables. L'idée, c'est la compétence de l'Assemblée générale, éviter les conflits d'intérêts. Alors, comment ça se transcrit à présent dans le nouveau champ d'application? Eh bien, d'une part, d'un point de vue personnel, on vise uniquement les sociétés cotées, et d'un point de vue matériel, on parle à présent des droits qui sont de nature à substantiellement affecter le patrimoine. Alors vous me direz, quelle est la différence entre des droits de nature à affecter le patrimoine et des droits de nature à affecter substantiellement le patrimoine? La discussion semble se déplacer. Non. L'exposé des motifs apporte quelques clarifications intéressantes. En fait, ces droits substantiels, ce sont des droits et engagements qui, pris isolément ou collectivement, sont de nature à être considérés comme des mécanismes anti-OPA. Donc, vraisemblablement, à la première lecture de cette disposition telle qu'elle est en projet à l'heure actuelle, les clauses de changement de contrôle qu'on retrouve dans les contrats de crédit, dans les contrats de joint venture, semblent être exclues de son champ d'application. Il conviendra toujours à bien réfléchir, lorsqu'on est face à une telle clause, à se poser la question, est-ce que c'est véritablement un mécanisme de défense anti-OPA ou non? Alors, à présent, l'Assemblée générale des obligataires. Alors, l'Assemblée générale des obligataires, même si elle continue à figurer dans le chapitre consacré aux organes dans le nouveau projet, n'est pas un organe. Et ce principe est repris tel quel dans le nouveau Code des sociétés. Alors, vous rappellerez, il y avait quelques discussions doctrinales et jurisprudentielles sur la question de savoir est-ce que l'Assemblée générale obligataire a un pouvoir de représentation. On se rappellera encore dans les ramifications de l'affaire Fortis où certains obligataires bien malins avaient cru pouvoir reporter la maturité de certaines obligations venues en échéance de 2010 à 2030 sans le consentement de la société, pour finalement se faire balayer devant le tribunal de première instance en disant, vous savez, l'Assemblée générale des obligataires, elle est tout au plus un interlocuteur entre la société et la multitude de ses obligataires et n'a pas pour fonction d'exercer un pouvoir de représentation. Tout ceci se retrouve à présent dans le nouveau Code. D'une part, elle n'est pas un organe, et d'autre part, c'est écrit tel quel, à nouveau, il faut nécessairement l'accord de la société pour modifier les conditions d'émission de l'obligation. Et enfin, troisième point important, les dispositions en matière d'obligation sont supplétives. On vise de nouveau à procurer davantage de flexibilité aux entreprises, et en fait, véritablement, on l'a vu sur la pratique des marchés de capitaux, dans la pratique internationale, au niveau des conditions d'émission, on attache également des règles en matière de fonctionnement et de convocation des assemblées générales obligataires qui venaient tantôt adapter les dispositions existantes, tantôt combler à ces lacunes. Alors, au niveau de la participation à l'Assemblée générale des obligataires, les principes restent fondamentalement identiques. Seule petite nouveauté à souligner, c'est la possibilité de désigner au sein des conditions d'émission un représentant qui serait un mandataire au sens civil du terme et auquel on va pouvoir attribuer un certain nombre de compétences très variables ce représentant pourra représenter les obligataires, notamment dans les procédures d'insolvabilité. On voit ici, on rejoint la pratique qu'on connaît dans nos pays voisins, notamment en France, avec le représentant de la masse.
Il pourra également voter sur les propositions de modification des conditions d'émission qui lui sont soumises par la société. Alors tout dépendra évidemment du mandat qui lui a été donné dans les conditions d'émission. Et enfin, il pourra également agir comme agent de sûreté. Et enfin, quant à la tenue de l'Assemblée générale, 2 points importants. La procédure d'homologation par la Cour d'appel est à présent supprimée. Vous rappellerez que si une deuxième assemblée de l'Assemblée générale des obligataires devait être convoquée, un certain nombre du montant des obligations en circulation devait être présent et participer au vote, à défaut de quoi il fallait homologuer ces décisions par un processus assez fastueux auprès de la Cour d'appel. Non, aujourd'hui, c'est fini. À la deuxième Assemblée générale obligataire, il est nécessaire effectivement d'avoir une majorité des 3/4 au niveau des votes, mais qu'au moins un tiers des obligations en circulation ait participé au vote. Défaut de quoi, il faudra reconvoquer une Assemblée générale. Et enfin, dernière possibilité, la possibilité de prendre des décisions par écrit. Et là, de nouveau, on vise à conférer davantage de flexibilité et on tient compte de la pratique internationale. Pourquoi ? Parce qu'on a vu toutes les émissions obligataires qui ont lieu, pas souvent par le système XN de la Banque nationale, et finalement, les votes peuvent se faire de manière électronique par les obligataires, ce qui fait que lors des réunions de l'Assemblée générale des obligataires, il n'y a à peu près personne. Et on veut donc en faciliter la prise de décision par écrit, moyennant toutefois que 3/4 du montant des obligations en circulation ait pris part au vote. Et enfin, je terminerai par ceci, mais de manière très très brève, on en a déjà parlé ce matin, au niveau des conventions de vote, un changement important. L'appréciation de ces conventions de vote au regard de l'intérêt social ne se fait plus dans une perspective dynamique, à tout moment, mais uniquement au moment de la conclusion de ces conventions de vote. Et je vais à présent laisser la parole à Arnaud Coabion qui va vous parler de la responsabilité des administrateurs. Merci à tous. Merci Thomas. Mesdames, Messieurs, je vais poursuivre l'exposé assez dense consacré aux organes sur le thème de la responsabilité des dirigeants. Vous l'avez compris depuis ce matin, le nouveau Code des sociétés est en fait un mélange de clarification, de toilettage de certaines dispositions du Code existant et de vraies innovations. Eh bien, la matière de la responsabilité des dirigeants n'est pas une exception, on y retrouvera les 2 catégories. Voilà. Alors, pour commencer, comme vous le savez, il existe différents chefs de responsabilité des dirigeants, mais avant de nous plonger dans ces différents chefs, je crois que ça vaut la peine de préciser qu'aujourd'hui, il y aura un socle, ou demain plutôt, il y aura un socle commun pour l'ensemble des règles applicables à toutes les personnes morales, plutôt que de dupliquer ou de répliquer ces règles de responsabilité dans les livres consacrés à chacune des formes sociales. Et l'inspiration, c'est évidemment les articles 527 et 528 du Code des sociétés actuel avec quelques modifications. On parle ici d'un nouvel article 252 dans le CSA qui commence par l'énoncé d'une obligation positive de bonne exécution du mandat d'administrateur. Alors vous allez me dire, ça va de soi, mais ça ne fait pas non plus de tort de le rappeler. Le champ d'application est très large. Il s'agit d'un champ d'application qui s'applique donc aux administrateurs de droit et de fait, aux gérants, aux délégués à la gestion journalière, aux membres d'un conseil de direction ou d'un conseil de surveillance dans le modèle dual. Alors vous le savez, aujourd'hui, lorsque l'on parle de la responsabilité d'un dirigeant et d'un administrateur en particulier, il existe grosso modo 4 chefs de responsabilité. La responsabilité pour faute de gestion, donc la responsabilité que subit ou que porte un mandataire dans le cadre de son rapport avec le mandant, la responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des statuts, en ce compris la réglementation comptable évidemment, et puis la responsabilité aquilienne sur base de l'article 382 du Code civil, et encore la responsabilité sur base des lois particulières, notamment en matière d'insolvabilité ou en matière fiscale. 527 et 528, aujourd'hui, dans le Code des sociétés, s'attachent aux 2 premiers types de fautes. Ce sera la même chose dans le nouveau CSA. Donc, commençons d'abord par la faute de gestion. C'est l'article 252, paragraphe 2, alinéa 1, donc la faute ou les fautes commises dans l'exercice de leur mandat par les dirigeants. Tout d'abord, en ce qui concerne le type de la responsabilité, il y a un principe qui est aujourd'hui de nature prétorienne qui va être consacré de façon explicite, c'est le principe de l'appréciation marginale.
le législateur accepte qu'il existe, dans un contexte de décision d'affaires, plusieurs options possibles qui sont toutes compatibles avec ce que peut faire un administrateur normalement prudent et diligent. Et donc, aujourd'hui ou demain, ce qui sera puni, ce sont les actes et comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle les administrateurs normalement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances, peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. Donc, consécration du principe de l'appréciation marginale par le juge. Ensuite, la faute de gestion, comme aujourd'hui, est une responsabilité exclusivement à l'égard de la personne morale elle-même et pas par rapport au tiers, puisqu'on parle ici des conséquences d'une relation bilatérale entre le mandataire et le mandant. Et enfin, là c'est une nouveauté, la responsabilité ici est solidaire entre tous les dirigeants, pour autant que l'organe d'administration forme un collège. Sauf si, et là il y a deux conditions cumulatives permettant d'échapper à cette solidarité. Premièrement, le dirigeant n'a pas pris part à l'acte fautif, et deuxièmement, il a dénoncé la faute alléguée à ses collègues, donc au même niveau de gestion, ou éventuellement au niveau supérieur, lorsqu'on se place dans le cadre d'un système dual. Deuxième type de chef de responsabilité, c'est la violation du Code des sociétés et des statuts. Le type de responsabilité ici est une responsabilité tant à l'égard de la société elle-même que par rapport au tiers, et c'est une responsabilité, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui est solidaire, et ce même si l'organe d'administration n'est pas collégial. Et à nouveau, il existe deux conditions cumulatives qu'il faut remplir pour échapper à cette responsabilité solidaire. C'est de ne pas avoir pris part à l'acte fautif, ça va de soi, donc, par exemple avoir voté contre une décision au conseil d'administration avec laquelle on était en désaccord profond, et deuxièmement, avoir dénoncé la faute alléguée à ses collègues, et donc non plus au niveau de l'Assemblée générale. Vous savez qu'aujourd'hui, pour échapper à cette solidarité, il faut que l'administrateur, qui est en conflit avec ses co-administrateurs, aille dénoncer la faute à l'Assemblée générale, ce qui, en pratique, je pense que vous serez d'accord avec moi, se produit très rarement parce que ça revient à un acte d'hostilité, de guerre ouverte du dirigeant à l'égard de ses propres collègues. Donc on se ferme beaucoup de portes. Donc aujourd'hui, cette responsabilité solidaire, on y échappe par une simple dénonciation au conseil d'administration. Là, je vous ai parlé de choses qui sont, je dirais, peut-être un peu plus que du toilettage, mais quelques améliorations à la marge par rapport au régime actuel. Là où nous rencontrons une vraie innovation par rapport au Code des sociétés actuel, c'est au niveau de la limitation de la responsabilité des dirigeants, donc le plafonnement de la responsabilité. C'est un nouvel article 253 du CSA. Alors, la ratio légis, elle est triple. Il s'agit d'une part d'assurer une égalité de traitement entre les dirigeants et d'autres catégories de professionnels qui bénéficient du fait de la loi d'une limitation de leur responsabilité. C'est d'une part la responsabilité du travailleur dans le cadre d'un contrat de travail, et deuxièmement la responsabilité des réviseurs d'entreprise qui est également plafonnée dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de révision des comptes annuels. Deuxième sujet, deuxième raison, c'est assurer une meilleure assurabilité du risque relatif à la responsabilité d'un dirigeant. Vous savez que dans la plupart des sociétés, les dirigeants, les administrateurs singulièrement, sont couverts par une police dite d'INO. C'est une police qui a un certain coût, et donc l'idée est de faire descendre le coût de marché de cette couverture d'assurance. Et la troisième raison d'introduire ce plafonnement, c'est, je dirais, le résultat d'une étude comparative. Il se trouve que la plupart des pays limitrophes ont, soit par l'effet de la loi, soit par l'effet de leur jurisprudence, une limitation de facto de la responsabilité des dirigeants. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en France et c'est vrai au Royaume-Uni. Alors, examinons maintenant un instant le mécanisme de plafonnement. Tout d'abord, le champ d'application. C'est l'ensemble des fautes de gestion ou de violation du Code des sociétés ou des statuts, ou encore des lois spéciales telles le Code de droit économique, mais c'est également toute responsabilité en raison de dommages résultant d'autres lois ou règlements, indépendamment de la nature de la responsabilité. Donc ça peut être aussi bien des fautes contractuelles qu'extra-contractuelles, et quelle que soit même la nature de la faute ordinaire ou faute grave. Ça, c'est pour le déclencheur. En ce qui concerne le plafonnement lui-même, c'est un sujet où, si je suis bien informé, pour reprendre la formule consacrée, il peut y avoir des modifications dans le texte final. Mais je crois que c'est important de voir comment ce mécanisme s'agence. Vous avez des différents plafonds
qui dépendent de la taille de la société. Et on reprend aussi des critères qui sont proches des critères applicables à l'obligation de préparer des comptes annuels ou d'avoir un réviseur. Et donc aujourd'hui, ce plafonnement va de 125 000 € pour les plus petites sociétés à 12 millions d'euros pour les plus grandes et 12 millions d'euros aussi pour les sociétés cotées, établissements de crédit et entreprises d'assurance. Alors, ce qui est très important de réaliser, c'est que c'est un plafond qui est applicable à toutes les personnes visées dans leur ensemble. Donc, si le Conseil a commis une faute solidaire, c'est un plafond unique qui va s'appliquer. Et mieux encore, ou pire encore, c'est que ce plafond s'applique par fait ou par ensemble de faits, indépendamment du nombre de demandeurs. Ce qui signifie que si demain, en Belgique, vous avez une class action pour des irrégularités comptables commises par le conseil d'administration, un scénario à la Enron ou à la Lernout et Hospi, vous aurez, pour les plus grandes sociétés, un plafonnement établi à 12 millions d'euros. Il existe évidemment des exclusions à ce système de plafonnement. Évidemment, le DOL, l'intention frauduleuse personnelle, ne vous permet pas de bénéficier de ce plafonnement, et les obligations légales de garantie, comme l'obligation de garantir tout ou partie d'une augmentation de capital qui n'est pas valablement souscrite. Et également certaines responsabilités fiscales, on s'habitue à ce qu'il y ait un régime spécifique et qui privilégie l'administration fiscale. Ce n'est pas une nouveauté. Puis enfin, puisqu'on est à la recherche d'un équilibre, le revers de la médaille, c'est qu'il n'est pas possible de limiter davantage la responsabilité ou d'exonérer ou de garantir par avance l'administrateur par la société elle-même, mais il est toujours possible de le faire par un tiers, par exemple l'actionnaire de référence. Puis enfin, et là à nouveau on quitte le domaine des innovations révolutionnaires, si je puis dire, au niveau de la prescription, la durée reste la même, elle est toujours fixée à 5 ans, et il y a une extension à la marge aux délégués à la gestion journalière et aux membres du comité de direction. J'en ai donc terminé pour le sujet de la responsabilité des dirigeants et je vous laisse entre les mains de David Blundell sur le sujet de la nullité. Bonjour à tous, j'ai donc le plaisir de terminer l'exposé sur les organes par la nullité des décisions des organes. Nous verrons d'abord quelles décisions peuvent être frappées de nullité, quels sont les organes qui sont visés. Ensuite, on fera un petit détour par la nullité d'un vote qui peut entraîner la nullité d'une décision d'un organe. Et enfin, on verra la question quelque peu controversée qui a été exposée tout à l'heure par le professeur de Kort sur la recevabilité d'une action en nullité d'une décision d'un organe. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés qui sont apportées à la procédure que vous connaissez probablement tous ? On ne visera plus uniquement la nullité des décisions des assemblées générales, mais bien des organes, en ce compris les organes d'administration. Et deuxièmement, on prévoira expressément dans le Code une procédure pour la nullité d'un droit de vote. Première question qui nous intéresse, donc, quelles sont les décisions qui peuvent faire l'objet d'une action en nullité ? Il y en a plusieurs. Vous reconnaîtrez tous la formulation de l'ancien article 64 du Code des sociétés. On a un léger toilettage qui est effectué. Tout d'abord, une décision qui est entachée d'irrégularité, c'est-à-dire un vice de forme, par exemple au niveau des quorums, des majorités, des procurations, ou au niveau de l'ordre du jour. Si cette irrégularité peut avoir une influence sur le vote, c'est-à-dire un critère qualitatif ou une influence quantitative, ou une influence sur la délibération, alors on pourra obtenir la nullité de la décision de l'organe en question, que ce soit l'Assemblée générale ou, par exemple, un organe d'administration. Deuxièmement, on a là une petite nouveauté dans la formulation. Il y a évidemment toujours l'excès de pouvoir au niveau des répartitions des compétences entre l'Assemblée générale et l'organe d'administration. On a également le détournement de pouvoir, mais on a maintenant l'abus de droit, qui était déjà utilisé dans la jurisprudence. Maintenant, on l'a dans le Code. L'abus de droit de majorité, l'abus de droit effectué éventuellement par une minorité. Les deux derniers éléments ne changent pas. Le dernier porte notamment s'il manque un rapport, par exemple dans le cadre d'un quasi-apport ou dans le cadre des procédures en conflit d'intérêts. Deuxième question qui nous intéresse, quels sont les organes qui peuvent voir leurs décisions frappées de nullité ? Tout d'abord, l'exposé des motifs va nous expliquer qu'il s'agit de l'Assemblée générale ou de l'ensemble des associés, actionnaires ou membres d'une association ayant pris une décision à l'unanimité.
peut s'agir de l'organe d'administration, soit le gérant seul, soit l'organe collégial. Il peut également s'agir d'un administrateur provisoire ou du liquidateur ou du collège des liquidateurs. L'exposé des motifs continue en disant « Attention, ne sont pas des organes, d'une part les commissaires, d'autre part les mandataires. Enfin, les membres individuels d'un organe collégial ne sont pas considérés comme un organe. Et mon collègue Thomas vous l'a dit tout à l'heure, l'Assemblée générale des obligataires n'est pas considérée comme un organe. Et donc, de fait, on voit ici un petit oubli de l'auteur de l'avant-projet qui, selon nos informations, va être réparé. On aura probablement dans le texte final une possibilité d'avoir la nullité des décisions des organes et de l'Assemblée générale des obligataires. Par exemple, si l'Assemblée générale des obligataires prend une décision qui privilégie de manière exagérée les intérêts patrimoniaux des obligataires au détriment de la société, eh bien, on pourra demander la nullité de la décision de cette Assemblée générale des obligataires. Ensuite, on voit que la nullité d'un vote est enfin expressément mis dans un objectif de sécurité juridique au sein du Code. On sait qu'un vote est un acte juridique susceptible de nullité. Par exemple, en cas de vice de consentement, eh bien, le Code prévoira que la nullité du vote entraînera la nullité de la décision, pour autant qu'à nouveau, elle puisse influencer soit le vote, soit la délibération. Un deuxième élément qui nous intéresse, la nullité d'un vote entraînera peut-être la nullité de la décision de l'Assemblée générale, mais si le problème est un abus de droit, en particulier un abus de la minorité, qui bloque la prise de décision au sein d'un organe, eh bien la nullité de la décision ne va pas nous permettre d'aller plus loin. Eh bien, vous pourrez demander au juge que sa décision ait valeur d'un vote positif pris par cette minorité, ce qui est une avancée intéressante et qui est en quelque sorte une réparation en nature de l'abus de droit commis par cette minorité. On en vient à la question un peu plus controversée exposée tout à l'heure par le professeur de Corte, qui est la question de la recevabilité, c'est-à-dire qui a qualité à agir pour faire une demande en nullité d'une décision d'un organe. On a tout d'abord et logiquement la société ou l'association, c'est-à-dire la personne morale. Et deuxièmement, on a une formulation quelque peu intéressante, une personne associée à son fonctionnement en vertu de la loi ou des statuts et qui a un intérêt au respect de la règle de droit non observée. J'y reviendrai. On a les exceptions classiques, celui qui a voté en faveur de la décision ne pourrait évidemment pas invoquer la nullité, sauf si son consentement a été vicié. Et deuxièmement, celui qui a renoncé à se prévaloir de la nullité ne pourrait également pas demander la nullité. Toujours est-il que la question se pose, de qui parle-t-on quand on parle de personnes associées à son fonctionnement ? L'exposé des motifs a comme explication que la jurisprudence dominante est que les tiers n'ont pas besoin de protection car ils peuvent se réfugier dans le droit commun. L'avis du Conseil d'État a été relativement critique, et notamment le professeur de Corte a été critique lors du dernier colloque sur le droit des sociétés. Plusieurs éléments nous viennent. D'une part, le droit commun actuel n'est pas ça. L'article 178 du Code des sociétés dit « Tout intéressé peut agir en nullité ». La question va être de savoir est-ce qu'on a un intérêt né et actuel. Deuxièmement, on a des cas de jurisprudence, il n'y en a pas énormément sur cette question, mais où on voit un créancier, par exemple, peut agir en nullité d'une décision de dissolution judiciaire. Donc, concrètement, cette formulation, à notre sens, n'était pas adéquate, et il est très probable, selon nos informations, que le projet final, à nouveau, on est peut-être dans le domaine qui va le plus modifier par rapport à ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, le projet final reviendra peut-être à une définition plus générale en disant que toute personne qui a un intérêt au respect de la règle de droit non observé, pourra probablement agir en nullité, et on s'éloignera de cette formulation trop restrictive, qui en soi ne correspond pas non plus à l'ère du temps, où on essaye de prendre plus en compte l'intérêt des différents stakeholders, notamment par des informations non financières, ou notamment par exemple, dans le cas d'une unité d'une décision de fusion ou de cession, tout tiers pourra aussi intervenir, ou dans le cas des conflits d'intérêts, ce sera la même chose. Il n'y a pas de raison de venir limiter cet élément à ce niveau-là. Ensuite, on a la question de la procédure de suspension. Pas de grande nouveauté, si ce n'est qu'une formulation va être légèrement modifiée. On parlait avant de motifs graves. Bien maintenant, en cas d'éléments, si c'est urgent et si vous avez des moyens qui permettent prima facie de justifier la nullité, vous pourrez aller devant le président du tribunal des entreprises en référé pour demander la suspension de la décision. Rien de bien nouveau, si ce n'est une légère reformulation.
Je passe à la publication du jugement pour enfin venir à la dernière modification importante en ce qui concerne les droits acquis par les tiers de bonne foi. Précédemment, un tiers qui avait acquis des droits de bonne foi d'une décision qui avait été déclarée nulle par la suite devait aller devant le tribunal pour demander que cette décision déclarée nulle soit sans effet à son égard. Eh bien, aujourd'hui, on ne devra plus dépendre du magistrat. D'office, les tiers de bonne foi, la nullité de la décision ne sera pas opposable aux tiers de bonne foi, et il y a toujours l'exception qui existe évidemment pour les membres du conseil d'administration, où pour eux la décision sera bien évidemment opposable, que ce soit une décision de nomination, de rémunération, de révocation. Et j'en termine donc sur l'exposé sur les organes pour ces immeubles, sur les liquidations et restructurations. Voilà.